Jean-Christophe Debert, bonjour et merci de participer aux entretiens d'Entrepreneurs in Africa. Alors pour débuter cet entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Merci de votre accueil d'abord. Alors Jean-Christophe Debert, en effet, directeur général sortant de la mission laïque française, président de la mission laïque Côte d'Ivoire, association que nous avons créée en 2014 pour accompagner la réouverture du lycée français international Jean Mermoz. Mon parcours est celui d'un personnel de l'éducation nationale française qui a passé une grande partie de sa vie dans la diplomatie, au service de cette diplomatie. Une forme d'action hybride qui, au fond, est sans doute un des supports efficaces de la diffusion de la langue, de la culture et du savoir-faire éducatif français dans le monde, disons ça ainsi. Très bien. Et avec le recul et votre long et riche parcours, votre expérience, peut-être une première question générale, une question de fond. Quel regard portez-vous sur le système éducatif français à l'international ? Alors il y a deux questions. Le système éducatif français lui-même et dans son rapport à l'international. Historiquement, vous en connaissez l'histoire, vous en connaissez l'histoire, le développement. Le système éducatif français est à la fois profondément original dans son ancrage national, pour faire éclore à une certaine époque, constitue entre la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle une citoyenneté, un creuset pour ce qui ensuite va devenir la République, et qui donc est entièrement centré sur la promotion pour tous de l'usage de la langue française. Les régionalismes ont reconquis leur place bien après. La deuxième chose, c'est la promotion de savoirs de base permettant de construire une société pré-industrielle appelée à développer une ambition internationale, celle qui d'ailleurs a été portée par l'aventure coloniale. L'international, au fond, pour le système scolaire français, il n'est venu que récemment, sous l'empire de plusieurs questions, celle de l'efficacité. La question est venue des grandes évaluations internationales qui sont intervenues depuis 2 décennies, disons ça ainsi, et qui ont progressivement, mais tardivement, questionné le système scolaire français sur sa place. Le benchmarking, pour le dire ainsi, ça sert à ça. Et deuxièmement, la prise de conscience de la France de ce que son meilleur atout, et ça c'est le deuxième aspect que nous travaillons dans nos établissements, c'est le respect de la diversité culturelle et linguistique. Et l'évaluation internationale interroge sur ce que nous sommes. La promotion de la diversité culturelle nous oblige à ce que nous allons être. Très bien. Ce qui veut dire aussi que c'est qu'assez récemment que la République française prend compte du positionnement, je vais dire entre guillemets, du système français, de ce que ça représente en termes d'identité, de savoir-faire, de savoir-être. À l'international, vous parlez de benchmarking, donc on se confronte à d'autres méthodes, à d'autres pays. Il y a aussi une grille de lecture plus internationale, plus interculturelle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va élargir aussi ce qu'on met derrière ce système éducatif. Tous les systèmes scolaires souverains, dépendant des États, ont leurs propres certitudes. S'ils ne les avaient pas, ils ne seraient pas à la hauteur de l'ambition que les États leur prêtent. Mais l'évaluation internationale a cette vertu, au bout du compte, qu'elle fissure ces certitudes-là sur un certain nombre de points qu'on ne voulait pas voir obligatoirement. Nous avons vu naître au sein de l'éducation nationale une exigence d'évaluation interne qui a été tout à fait intéressante, par exemple sur le classement des lycées en France, qui était un grand choc, parce que c'était la première fois que la société était confrontée à la diversité des résultats.
Désormais, l'évaluation internationale apporte autre chose. Elle montre que, en dépit des certitudes que l'on peut avoir, les niveaux acquis par nos élèves dans certaines disciplines, la langue, les mathématiques, les disciplines scientifiques, ne sont pas aussi flatteurs que ce qu'on pourrait imaginer quand on se rapporte à soi-même. Mais ils méritent d'interroger le système à partir de la comparaison que l'on peut faire entre les résultats des petits Français et ceux du système de l'OCDE, qui sont des pays comparables en matière de développement, et interroge ensuite l'organisation scolaire elle-même. Pourquoi est-ce que, par exemple, en mathématiques, on l'a observé récemment, on peut se poser des questions sur, et voire même apparaître quelques régressions par rapport aux années écoulées. Alors, c'est pas dramatique, mais il faut en tirer les conséquences. Et je crois que c'est ça qui est en train de se produire aujourd'hui, qui est difficile, parce que ça touche bien entendu à la relation entre le corps professoral et ses modes de transmission, aux questions qui touchent à l'évaluation des élèves, à leur production, leur accompagnement, et tout ça ébranle profondément une institution, comme on le disait au départ, très ancienne, qui est assise sur quelques certitudes acquises, c'est normal, ce sont ses convictions, et si on n'avait pas de convictions, on n'avancerait pas. Désormais, il faut apprendre à travailler sur les convictions et sur l'inquiétude. Et pour prolonger, avant de revenir sur la mission laïque française, et en restant sur ces grands enjeux, ces grandes mutations, est-ce qu'on peut dire aussi qu'au-delà de la connaissance, au-delà de la souveraineté, au-delà de la culture, il n'y a pas aussi des enjeux d'intelligence économique? C'est certain. C'est certain. Sans établir de lien direct, de transitivité directe entre ce que l'on apprend à l'école et, comme on le dit parfois, l'employabilité ou l'usage des compétences scolaires, il est absolument certain que ce troisième champ, là, cette fois, questionne l'école profondément. Je vais déplacer un peu le sujet. Très souvent, les chercheurs n'aiment pas qu'on les mobilise sur des objets de recherche qui ont leur utilité sociale ou économique en disant « nous sommes des chercheurs, donc nous avons besoin de notre liberté ». Oui, mais le monde a changé. Il est plus rapide et il est plus en devoir d'articuler la connaissance, la recherche, l'intelligence, on va dire, et la construction de l'intelligence sur ce qui va se passer ensuite pour des jeunes qui vont sortir de l'école à un moment ou à un autre. On a coutume de dire au fond que la grande difficulté pour l'école, c'est d'avoir une assise et un fonctionnement définis dans le passé, qui s'incarne dans le présent, mais qui est fait pour le futur. Et ce décalage-là, bien entendu, nous travaille profondément. C'est la raison pour laquelle, dans notre propre microsystème, nous sommes extrêmement attachés, au fond, à ce que nos équipes elles-mêmes s'investissent dans la construction de l'avenir pour leurs enfants, alors que leur travail est au présent, de telle sorte qu'il n'y ait pas de décalage, de surprise, de déconvenue pour ces enfants-là. C'est comme ça qu'on construit un public. Très bien. Alors pour prolonger sur le micro qui est devenu aussi un écosystème en soi, quel regard portez-vous sur la mission laïque française que vous avez dirigée en 11 ans? D'abord, qu'est-ce que c'est cette mission laïque française et quel est un petit peu le retour d'expérience que vous avez comme ça, de façon synthétique, si on peut le dire ainsi? Alors la mission laïque française, d'abord, c'est une association. Et c'est important à savoir parce que ça n'est pas l'État. Parfois, ça déconcerte. Mais ça n'est pas l'État. Cela veut dire simplement qu'elle a une histoire. Elle est née au moment même où la loi sur la création des associations naissait en France, 1901. Et elle est née portée par des cadres de l'éducation nationale qui ont compris, à l'époque, la France n'avait pas une ambition portée par son système scolaire public, mais que cela donnerait une grande liberté à la capacité de s'adapter à la diversité du monde.
Et c'est très curieux de voir que des hauts fonctionnaires qui ont dirigé cette maison-là ont perçu, à ce moment-là, que progresser, s'installer dans le monde, c'était avoir une liberté, une marge de manœuvre que ne peut pas obligatoirement donner l'État. Alors, ça ne veut pas dire que l'État n'a pas compris cette contextualisation. Ça veut dire simplement que, et on le mesure bien aujourd'hui, que cette flexibilité, cette adaptabilité est considérablement productive par rapport à la demande sociale, par rapport à celle des contextes et par rapport, au fond, à ce mariage qui pourrait être impossible si on n'avait pas ça en tête, entre les impératifs locaux et la construction d'un écosystème à portée universelle ou à vocation universelle. L'interculturalité, le plurilinguisme, le respect des autres et la dignité des cultures font partie de l'ADN du fondateur de l'AMF, Pierre Deschamps. Cet ADN traverse les espaces, traverse le temps, et vous avez donné ce nom-là au Centre de développement professionnel. Est-ce que c'est une continuité dans le changement ? Incontestablement. Vous savez, c'est bien dans une organisation d'avoir les Américains, ça très bien. Il faut se souvenir du discours politique des Américains, d'avoir des pères fondateurs. Parce que ils vous disent pourquoi vous êtes là. Et ils vous indiquent là où il est bon d'aller, puisque ça a traversé à ce point le temps. Or, Pierre Deschamps est une figure extraordinairement intéressante. C'était un éducateur formé, disons, aux meilleures écoles en France, mais c'était un homme de terrain. Et l'expérience, qui pour moi reste d'une limpidité absolue, qu'il a eue à Madagascar. Madagascar, c'est pas indifférent, c'est un pays où, à l'époque, on avait une royauté, on avait une langue, on avait un territoire, on avait une souveraineté. Et découvrir, on est en pleine période coloniale, découvrir que s'adresser aux jeunes malgaches, entrer dans leur cœur, ne peut se faire qu'à partir du moment où on entre dans leur langue et on entre par leur culture dans ce qui va être ensuite un dialogue, une construction, une conviction. C'est quelque chose qui reste comme un diamant pur. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Et je crois, pour être très synthétique, que l'enseignement français dans le monde demain, puisqu'on lui prête beaucoup d'ambition, n'aura pas de chance de poursuivre cette grande aventure s'il ne respecte pas ce principe-là. Vous faites partie des fins connaisseurs du continent, pas seulement du monde de l'éducation. Face à tous ces enjeux, face à ces mutations, face à ces diversités, et finalement face aux défis que représente notamment un défi majeur qui est la jeunesse, comment vous appréhendez les enjeux de l'éducation dans les prochaines années ? Ils sont évidemment considérables. Dans toute mon expérience internationale, et c'est vrai qui s'est pour beaucoup et l'essentiel déroulé sur ce grand continent, mon émerveillement, ça a été de découvrir au fond, et ça c'est le système international qui l'a fait, les Nations Unies, c'est de faire rencontrer ces sociétés jeunes et ces pouvoirs politiques encore jeunes aussi, avec la nécessité de l'éducation. Ça, c'est un peu le transfert positif qui a pu se faire dans le monde entre certains pays plus anciens, d'autres plus jeunes. C'est-à-dire que l'éducation reste la priorité. Et ça n'est pas un message politique, c'est devenu un message social. Ce que je trouve admirable aujourd'hui, c'est que, et en même temps presque angoissant, vertigineux, c'est qu'aucune famille aujourd'hui, quand vous regardez Abidjan, etc., n'a de plus haute ambition que d'éduquer ses enfants.
et que vous regardez partout le plus grand effort qui est fait par ces parents-là, qu'ils soient aisés ou qu'ils soient pauvres, c'est ça, c'est la lumière de l'éducation. Donc ça nous ouvre des perspectives énormes. De grands progrès ont été faits, qui sont toujours fragiles, qui peuvent toujours aussi être régressifs, mais ça avance. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors, notre entretien va toucher à sa fin, malheureusement. Si je vous demandais quels sont les 2 souvenirs qui vous reviennent comme ça sur ces 11 années passées à l'MLF, mais évidemment plus largement, quels seraient ces 2 souvenirs à partager? J'en ai 2 temporellement extraordinairement différents. Très jeune, j'ai eu la chance d'être nommé professeur à l'École normale supérieure de Bamako. Et quelques mois après mon arrivée, pour une parole dont je n'avais aucun souvenir, un des personnages avec qui je travaillais, qui était un inspecteur général, m'a fait comprendre par une autre personne en France, qui était de ses amis, que j'avais fait un faux pas. 2 leçons. Le faux pas avait été fait, je ne m'en étais pas aperçu. Mais quelqu'un m'a rattrapé en passant par un intermédiaire de confiance, un aîné. C'était une leçon immense, je m'en suis souvenu toute ma vie. On ne sait pas, dans une culture qu'on aborde, ce que l'on dit et quel impact ça va avoir. Ça, c'est le premier point. Et l'interculturel, il est là. Et quand vous voulez construire une communauté apprenante, constituée de collègues recrutés ici, avec des personnels qui viennent de France, vous devez vous attacher à ça. C'est très compliqué, mais c'est essentiel. Se comprendre d'abord, sinon l'école n'a pas de fondement. Bon. La deuxième chose, c'est Mermoz. 2011, je travaillais aux Nations Unies, je viens en mission ici et j'avais en tête la redécouverte de Mermoz. J'avais en tête ça pour des raisons personnelles. C'était un établissement que j'admirais beaucoup en son temps. Il avait été détruit. Je le retrouve. C'est une forêt vierge. Et quelqu'un attendait là, avec un ordinateur, quelqu'un qui avait travaillé à Mermoz, et qui me dit « Viens ». Et dans cette forêt vierge, on a redécouvert Mermoz. Le projet a été écrit, il a été soumis aux autorités ivoiriennes, il s'est fait. Voilà. C'est une belle histoire. Jean-Christophe Debert, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.